Merci à tous, bonjour. Donc, je suis Thomas Delarare du LMDC Toulouse et je vais vous présenter des travaux qui ont été réalisés à Toulouse par M. Ngo, qui est un doctorant qui a soutenu sa thèse l'année dernière et qui est maintenant reparti au Vietnam, donc il est originaire, qui était encadré par Frédéric Duprat. Et donc ce travail porte sur la dépassivation des aciers d'armature par la carbonatation du béton d'enrobage. Donc la carbonatation, c'est la pénétration du CO2 de l'atmosphère, son interaction chimique avec la matrice cimentaire qui fait baisser le pH du béton, rendant possible la corrosion de l'armature. Donc c'est à ça qu'on s'intéresse. Donc en fait, c'est toute la phase qui précède la corrosion des aciers d'armature. Notre objectif à nous, c'était de développer un outil de modélisation et de simulation numérique de la carbonatation et ensuite d'inscrire ça dans un cadre fiabiliste pour intégrer certaines incertitudes qu'on a à la fois sur le modèle et sur aussi bien les données d'exposition du matériau que les propriétés du matériau lui-même. Donc pour ça, on va voir qu'on avait certaines étapes qu'on a dû rajouter. Mais je vais commencer par la première, qui est donc l'outil de modélisation qu'on a développé pour la carbonatation atmosphérique. Alors je ne vais pas vous assommer avec le modèle, mais juste en fait c'est un modèle basé sur des équations de conservation écrites pour plusieurs espèces, donc notamment au moins pour l'eau, le calcium en solution, la solution poreuse et le dioxyde de carbone. Et ces équations, évidemment, elles sont très couplées et très non linéaires, et notamment avec la non-linéarité venant de la modification de la matrice cimentaire par interaction chimique avec le dioxyde de carbone. Un autre souci qu'on a, c'est qu'on s'intéresse à la dégradation d'un matériau exposé à des conditions extérieures, donc avec un aléa climatique, et notamment l'ensemble des phénomènes qu'on considère sont thermoactivés, notamment la diffusion et tous les processus chimiques de dissolution et de précipitation. Donc on est obligé de tenir compte aussi de la diffusion de la chaleur dans le matériau et de l'influence de la température sur les phénomènes modélisés. Toutes ces équations, on les a implantées dans un code de calcul aux éléments finis, donc là en l'occurrence c'était COMSOL, ce qui nous permettait d'obtenir aux échéances de temps souhaitées des profils, notamment de concentration chimique des différents composés, et en particulier celui auquel on va s'intéresser, c'est la portlandite, qui est l'hydrate du ciment, qui est responsable du pH très basique du béton. Et donc c'est la dissolution de la portlandite qui correspond à un béton qui devient moins basique et donc à la dépassivation des aciers d'armature. Et donc on relie la position du front de carbonatation à un certain taux de dissolution de la portlandite. Et je vous reparlerai dans les conclusions justement du seuil de dissolution de la portlandite à partir duquel on définit la position du front de carbonatation. On s'est intéressé pour cette étude numérique, on s'est intéressé à deux formulations de béton qu'on a voulu à la fois réalistes, donc représentatives de béton réel, mais qui représentaient des cas un petit peu extrêmes. Donc on a un béton C25, c'est la colonne de droite ici, donc pas question de la commenter en détail, mais grosso modo on est un béton avec un faible dosage en ciment, fort rapporeux sur C et porosité importante, donc un béton qui va être peu résistant à la carbonatation. Et à contrario, un C35 qui est tout l'inverse et donc qui va se carbonater beaucoup plus lentement. Enfin, puisqu'encore une fois, on s'intéresse à une dégradation atmosphérique, on a voulu récupérer des données de chargement extérieur, donc des conditions d'exposition réalistes. Donc on a récupéré des chroniques météo en station. Sur la base de ces chroniques météo, on a établi un historique de variation, aussi bien de la température extérieure que de l'humidité relative. Donc ce qui vous est présenté ici, c'est sur 3 ans, des variations de température et d'humidité pour le climat de Toulouse. Donc au final, on s'est doté d'un modèle de simulation aux éléments finis pour la carbonatation atmosphérique qui était relativement satisfaisant en termes de résultats et sur lesquels on a identifié un certain nombre de grandeurs d'entrée sur lesquelles on avait une incertitude à propager. Donc on en avait listé 32, donc qui sont recensés ici. Donc c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce tableau, mais là-dedans on retrouve des grandeurs chimiques caractéristiques de la composition du matériau, des propriétés de transfert du matériau, des propriétés relatives à la réactivité chimique et des propriétés des grandeurs qui permettent de décrire
l'environnement extérieur auquel est exposé notre matériau. Et le problème qu'on a, c'est que on est avec des simulations aux éléments finis qui sont très lourdes numériquement, très longues, et donc faire une analyse fiabiliste directement avec ces 32 variables aléatoires-là, ce n'était pas possible. Donc dans un premier temps, on a voulu réduire la dimension stochastique du problème, donc en faisant une analyse de sensibilité par une procédure extrêmement proche de ce qu'a présenté Philippe Brissellette tout à l'heure. Donc en 2 étapes, avec une première étape qui est une méthode de criblage de Boris. Donc là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthode, c'est une méthode basée sur des trajectoires, donc c'est-à-dire des successions de calculs, et entre 2 calculs, il n'y a qu'un seul paramètre d'entrée qui évolue, ce qui permet de calculer des effets élémentaires des paramètres d'entrée sur la sortie de modèle. Et en faisant plusieurs trajectoires, on a des moyennes et des écarts types des modèles. Donc effectivement, on peut représenter ensuite les positions des variables dans un plan défini par la moyenne et les écarts types des effets élémentaires. Donc c'est ce dont a parlé Philippe Brissellette aussi. Et grosso modo, les paramètres les plus influents sont ceux qui vont se retrouver dans la partie supérieure droite de ce plan ici. Le problème, c'est que cette représentation graphique-là, elle n'est pas toujours discriminante, ce n'est pas toujours facile de conclure uniquement sur cette base-là. Donc, là encore, comme Philippe Brissellette précédemment, on travaille sur un indicateur qui est la sensibilité globale, donc qui est présenté ici, et qui permet d'intégrer à la fois la moyenne et l'écart type des effets relatifs. Et donc, cette sensibilité globale, elle est représentée ici de façon cumulée, ce qui nous permet en fait de définir un seuil et de dire qu'on ne s'intéresse qu'aux variables jusqu'à 95% de la sensibilité du système. Donc en fait, toutes ces variables-là, on va les retenir, et les autres, ici, on va pouvoir les négliger. Donc cette étude-là, on l'a faite pour plusieurs configurations, donc notamment pour les 2 formulations que je vous ai présentées, pour plusieurs échéances de carbonatation, pour plusieurs conditions d'exposition. Et au final, on a retenu 18 variables aléatoires comme étant réellement influentes par rapport aux 32 initiales. Mais comme 18 variables aléatoires, ça nous semblait encore trop, on a poursuivi l'analyse de sensibilité sur les 18 variables aléatoires restantes en allant cette fois-ci calculer des indices de sensibilité de Sobol, donc quelque chose d'assez classique. Et là, on a réussi à obtenir des résultats assez discriminants. Donc comme on peut le voir là, ce qui nous a permis de retenir au final seulement 5 variables aléatoires, encore une fois, à comparer aux 32 qu'on avait au départ. Et ça, par contre, 5 variables aléatoires, c'était satisfaisant en termes d'utilisation du modèle. Donc les 5 variables aléatoires qu'on a retenues, donc là, cette fois-ci, je vais vous redonner leur petit nom, parce qu'en fait, elles ont une cohérence, une signification physique relativement pertinente. Donc on retrouve la porosité du matériau. Donc ça, la porosité, c'est la grandeur physique qui apparaît dans tous les termes de toutes les équations qui sont dans le modèle. Donc ce n'est pas particulièrement surprenant de la retrouver comme la grande gagnante de cette étude de sensibilité. On a la quantité de portlandite, donc comme on a directement corrélé la position du front de corrélation à la dissolution de portlandite, là encore c'est parfaitement cohérent que cette grandeur physique apparaisse. Alors la taille initiale des cristaux de portlandite, là je ne vais pas vous mentir, on n'est pas sur un paramètre mesurable, on est sur un paramètre de modèle, mais qui représente en fait la réactivité chimique du matériau. Et puis on retrouve les 2 paramètres qui permettent de décrire les conditions d'exposition du matériau, donc la température et l'humidité moyenne de l'environnement auquel notre béton est exposé. On a fait une hypothèse que ces variables étaient non corrélées entre elles et on a construit un chaos polynomial donc pour se doter d'un métamodèle qui avait comme variable d'entrée uniquement les 5 grandeurs physiques sorties, on va dire, de l'analyse de sensibilité. Et enfin, ce métamodèle, ce modèle de substitution, on l'a utilisé pour faire une analyse de fiabilité, donc un calcul d'indice de fiabilité de la Sofferlin par rapport à une fonction de défaillance qui est définie comme la différence entre la position du front de carbonatation et l'enrobage. Donc, autrement dit, la défaillance est atteinte lorsque le front de carbonatation atteint la position de l'armature et donc rend possible la corrosion. Donc on est vraiment sur un état de limite lié à la carbonatation. Là, on ne modélise pas du tout ce qui se passe en termes de corrosion. On a donc mené cette étude-là de fiabilité. Donc on s'est donné une échéance de temps qui est 50 ans. 2 villes françaises dont on avait les données climatiques, Toulouse et Marseille. Alors on a pris des villes plutôt au sud pour avoir des échéances de carbonatation relativement importantes. Et puis on a testé donc, nos 2 bétons, le C25 et le C35, et on a regardé ce qui se passait quand on prenait différentes classes d'exposition, donc qui donnaient en fait une valeur moyenne d'enrobage différente.
Les résultats sont synthétisés dans ce tableau. Donc là, vous avez toutes les valeurs des indices de fiabilité. Donc évidemment, on ne va pas le lire en détail, si ce n'est qu'on peut observer qu'on a des indices qui varient significativement de 0,8 à plus de 9 pour les valeurs extrêmes. Alors, si on commente un petit peu les valeurs obtenues pour les indices de fiabilité, on a des choses, on va dire, physiquement cohérentes. C'est-à-dire que, par exemple, à toutes conditions égales par ailleurs, on a systématiquement un indice de fiabilité plus faible pour Marseille que pour Toulouse, ce qui correspond au climat marseillais, à la fois un petit peu plus chaud et surtout beaucoup plus sec, ce qui représente des conditions beaucoup plus favorables à la carbonatation. Des choses très rassurantes avec un indice de fiabilité plus fort pour le C35 que pour le C25 et aussi plus votre classe d'exposition est élevée, c'est-à-dire plus vous avez un enrobage important, plus votre indice de fiabilité est important, ça aussi c'est rassurant. Et puis enfin, cette étude va permettre de voir un petit peu l'effet du seuil qu'on utilise pour définir la position du front de carbonatation à partir du profil de Portlandite, donc seuil que nous on a fait varier entre 60 et 80%. Et on voit que c'est un effet non négligeable sur l'indice. Par exemple, si on regarde cette configuration ici à Marseille, on peut passer de 0,87 à 1,52, donc ce qui n'est pas complètement négligeable en termes d'indice de fiabilité. Donc en conclusion, ce travail-là nous a permis, bon, à part la partie développement du modèle déterministe de carbonatation, ça nous a permis aussi de définir une espèce de stratégie qu'on veut proposer de façon un petit peu systématique pour tous les modèles qu'on peut développer sur éventuellement d'autres pathologies que celle-ci, dès qu'on est sur des modèles numériques lourds. Ce modèle, donc stratégie numérique par étape, avec d'abord l'analyse de sensibilité en 2 temps, Maurice puis Sobol, avant de construire un modèle de substitution et de faire une analyse fiabiliste éventuellement, donc, mais stratégique qu'on sera appelé à reproduire sur d'autres pathologies. Voilà, je vous remercie de votre attention sur cette présentation.